Le nombre d'enfants autistes explose. Et pour les familles, c'est souvent un parcours du combattant. Quelle scolarité pour les enfants autistes? On en parle avec nos invités. Julie Tuile, vous êtes orthophoniste spécialisée de la méthode ABA. Bonjour. Bonjour. Eva Battaglia, vous êtes parent d'un enfant autiste, Esther, 4 ans. Bonjour. Bonjour. Alexandre Wimestors, vous êtes parent d'un enfant autiste également, qui s'appelle James et qui a 7 ans. Bonjour. Bonjour. Et Paul-Henri Wallet, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour Paul-Henri. Bonjour. Le président de la République a annoncé un nouveau plan pour l'autisme mi-novembre. En quoi consiste-t-il? Oui, effectivement, Emmanuel Macron a révélé le 14 novembre son plan 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement. Alors au premier rang de ces troubles, on trouve bien évidemment l'autisme. Le chef de l'État a ouvert une enveloppe de 680 millions d'euros pour déployer cette nouvelle stratégie. Parmi les mesures annoncées, il y a un dépistage systématique pour les enfants de 0 à 6 ans qui présentent des retards de développement, le quasi-doublement des dispositifs pour les besoins spécifiques à l'école et puis des investissements dans la recherche. Une nouvelle grille va aussi être ajoutée au carnet de santé. Elle permettra aux médecins généralistes d'indiquer directement les éventuels retards. Et puis, dans son discours, le président de la République a aussi révélé qu'à l'heure actuelle, il y a près de 45 000 élèves autistes qui sont scolarisés dans les établissements français. Justement, comment s'organise leur scolarité aujourd'hui? Eh bien, plusieurs options sont possibles. L'autisme, je le rappelle, affecte les capacités à communiquer, à interagir avec les autres, mais aussi à comprendre une consigne à l'école. Et ces troubles peuvent être très sévères chez certaines personnes, mais beaucoup plus légères chez d'autres. Donc à l'heure actuelle, 4 parcours de scolarité sont proposés en fonction donc des capacités des jeunes. La première, c'est l'intégration dans une classe normale. Les élèves suivent une scolarité classique et à côté, ils peuvent être suivis par une orthophoniste, une AESH et des psychologues. Il existe aussi des dispositifs d'autorégulation. Ce sont des parcours où l'élève va avoir un programme adapté avec des horaires aménagés, mais il reste dans une classe avec ses camarades. Et puis le jeune peut aussi être intégré dans une classe spécifique. C'est ce qu'on appelle les UEMA. Il suit alors une scolarité avec d'autres élèves qui ont des troubles du neurodéveloppement, mais il reste dans un établissement scolaire normal. Et la dernière solution, c'est l'Institut médico-éducatif, l'IME. Et donc là, l'élève n'est plus intégré dans un établissement scolaire, mais il est dans un institut spécialisé. Donc cette solution s'adresse surtout aux élèves qui ne sont pas en capacité d'être intégrés dans une classe normale. Alors à l'heure actuelle, le gouvernement et les parents d'élèves poussent pour une scolarité toujours plus inclusive. Mais pour les professeurs, cette intégration, elle pose parfois problème. On a, nous, au Figaro, recueilli plusieurs témoignages de professeurs qui nous expliquent que le fait d'avoir un élève qui parfois a des troubles assez sévères va leur prendre énormément de temps et va les empêcher de pouvoir continuer à gérer correctement le reste de la classe. Merci Paul-Henri. Eva Battaglia, vous êtes maman d'une petite fille qui s'appelle Esther, qui est autiste. Est-ce que vous avez reconnu la scolarité de votre fille en entendant Paul-Henri? Comment est scolarisée votre fille? Est-ce que vous avez eu des soucis? Je parlais au début de parcours du combattant. Est-ce que c'est votre cas? Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que ma petite fille est scolarisée dans une école publique, qui est l'école publique du quartier. Elle est en 2e année de maternelle aujourd'hui. Elle est suivie par une association qui s'appelle BABA Autisme, qui est une association qui est conventionnée avec l'Éducation nationale. Et donc, on a des intervenants de cette association qui ont la possibilité d'être AESH au sein des écoles publiques. Donc, c'est le cas de l'AESH d'Esther. Donc, l'AESH, c'est la personne qui va suivre votre fille? C'est la personne qui va l'accompagner tout au long de la journée, en fait, pour l'aider à participer aux activités de la classe. Donc cette AESH, c'est une AESH qui est formée par cette association BABA Autisme. Et je pense que cet apport a permis à Esther quand même de s'acclimater
plutôt correctement au sein de sa classe. L'école a été très accueillante. Donc, les institutrices de maternelle ont été ouvertes à pouvoir, par exemple, aménager l'espace pour que Esther ait une petite table pour faire les activités au calme, parce que au sein d'un groupe, avec le brouhaha, c'est pas forcément possible. Mais quand elle peut reprendre la consigne au calme, ça va être possible pour elle. Donc, l'école a accepté qu'on puisse faire ces aménagements-là. Alors, à l'initiative de l'AESH, mais aussi de l'institutrice de petite section, il y a eu aussi une sensibilisation des enfants de sa classe, parce que, en fait, on n'y pense pas forcément, mais pour les enfants, c'est pas évident de comprendre qu'il y a un adulte dans la classe, mais qui s'occupe seulement d'un des enfants, et on ne sait pas pourquoi. Et un enfant autiste, pour un enfant de 3 ans, c'est pas forcément quelque chose de très clair. Donc, on a réfléchi à la façon dont on pouvait leur expliquer ce que c'était l'autisme et pourquoi Séverine, puisque Séverine, c'est l'accompagnante qui s'occupe d'Esther, elle s'occupait que d'Esther et pas des autres enfants. Alors, elle leur a lu une histoire et je crois que ça a permis quand même pour eux, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils en perçoivent, mais en tout cas de comprendre qu'il y avait une différence et qu'il y avait un besoin d'accompagnement. Et ce qui était aussi très chouette, c'est qu'elle les a un peu formés aussi à aider Esther à faire certaines choses, parce que c'est vrai que par exemple, elle a besoin pour pouvoir répondre qu'on se mette face à elle, qu'on parle lentement, qu'on répète les choses, qu'on la félicite quand elle a répondu à une consigne. Et l'AESH a formé les enfants à faire ça. Alors, ils sont petits, ça a plus ou moins bien fonctionné. Et puis, Esther est plus ou moins coopérative aussi. Mais je trouve que ça a été quand même l'élément d'une prise de conscience pour les enfants et puis pour les parents aussi. Enfin, nous, on a eu l'occasion de discuter avec les autres parents qui nous ont dit c'est vrai que nous, quand on était à l'école, il n'y en avait pas des enfants handicapés dans nos classes. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Donc, j'ai conscience de dresser un tableau un peu idyllique et je veux bien dire que c'est pas forcément représentatif de tout ce que vivent les parents, et on vit aussi au quotidien des choses qui sont compliquées, mais moi je dois dire que on a eu plutôt de la chance parce qu'on a une AESH qui est capable aussi de parler de l'autisme. Je pense que ça sécurise beaucoup les instituteurs de se dire j'ai quelqu'un dans la classe qui va être capable de gérer des situations difficiles, parce qu'il peut y avoir effectivement... alors ma fille n'a pas un autisme très sévère, mais il peut y avoir quand même des moments où elle est débordée par ses émotions, et son AESH sait faire face à ces moments-là, et du coup je crois que ça crée quelque chose qui est plutôt positif dans le sens où... On voit que quand même la situation et ce qu'on appelle l'inclusion des enfants handicapés s'est beaucoup améliorée depuis la loi 2015. Comment on peut définir l'autisme, Julie Tuile? Parce que c'est vrai qu'on a tous les images, peut-être de films avec Rain Man, comme ça. Comment on peut définir d'abord, on sait que c'est pas une maladie psychiatrique. Il y a des origines génétiques. On a beaucoup évolué sur ces symptômes. Est-ce qu'on peut nous définir? L'autisme fait partie des troubles du neurodéveloppement. Donc, il y a des caractéristiques qui sont très différentes dans la forme et dans la sévérité. On parle du trouble du spectre de l'autisme parce que, évidemment, c'est un spectre. Et les gens se situent sont différents dans la sévérité et la forme, surtout la sévérité. C'est très différent. Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont les deux récurrents? critères qu'on voit dans l'autisme, c'est des difficultés dans la communication et l'interaction sociale et des comportements qui sont répétitifs avec souvent des intérêts restreints. Alors, quand on parle de la communication et l'interaction sociale, il y a des enfants qui ne parlent pas. Il y a des enfants qui parlent un petit peu, il y a des enfants qui parlent bien, mais ce n'est pas toujours à bon escient. Donc, il y a des enfants qui vont répéter ce que vous dites, ils vont répéter la question au lieu de répondre à la question. Il y a des enfants qui vont utiliser ce qu'on appelle l'écolalie différée, c'est-à-dire ils vont répéter des phrases qu'ils ont entendues à un autre moment. Et souvent, le langage n'est pas ce qu'on appelle fonctionnel. Maintenant, si l'enfant n'a
n'a pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais si l'enfant n'a pas un système de communication, c'est notre rôle de leur donner un système, un autre système, afin de pouvoir communiquer. Souvent, c'est aussi des gestes un peu répétitifs, comme de se cogner la tête ou de se balancer, des balancements un peu. C'est ça, ils vont peut-être regarder les feuilles bouger sur l'arbre avec le vent, ils vont prendre les mains devant les yeux et faire des choses comme ça. Parfois, on a ce qu'on appelle en anglais du flapping, ils font ça avec les mains. Il y en a qui chantent ou qui font du hum, qui font des bruits comme ça. Et donc, il y a ça dans leur comportement. Il y a aussi des comportements répétitifs avec des items. Ils vont ouvrir et fermer les tiroirs, ils vont éteindre et allumer les lumières. Parfois, ils sont fascinés par les ascenseurs. Ils vont prendre un petit objet comme ça et faire ce genre de choses avec à répétition. Et aussi, en parlant des comportements, c'est des enfants qui ont parfois du mal à adapter au changement. Donc, il faut toujours... les rituels, finalement. Les rituels. Ils sont beaucoup dans leurs rituels. Donc, il faut... ça dépend. Hein, il y a des différentes sévérités, mais il y en a qu'il ne faut pas qu'on change du chemin. Si on change de chemin, ça peut... provoquer des crises. Emmener une crise. Et aussi, il y a un autre aspect qui est au sujet du sujet sensoriel. Les enfants qui ont du mal... il y a la hypersensibilité et la hyposensibilité à certains bruits, à certains goûts, à certaines textures. Un enfant qui veut toujours mettre le même t-shirt parce qu'il ne se porte pas un autre, ou des enfants qui veulent manger que des choses mixées. Il y a même parfois une persistance sur les couleurs. Ils veulent manger que des choses d'une certaine couleur ou jouer qu'avec les voitures jaunes, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça finalement le spectre autistique. Oui. Parce qu'il y a des enfants aussi tout à fait normaux qui ont parfois ce genre de comportement. Oui. C'est pour ça qu'on a le spectre, parce que c'est tellement différent. Et franchement, dans la pratique de tous les jours, c'est ça le message que j'aimerais dire, qu'il faut adapter la prise en charge à chaque enfant. Ils sont complètement différents les uns et les autres. Alexandre, vous reconnaissez votre enfant à ce... Oui, pas mal, mal de choses que vous avez dit. Je ressens beaucoup, avec surtout les ascenseurs. Les ascenseurs, mon fils, je savais pas que les ascenseurs, c'était un truc des autistes. Mais mon fils, les ascenseurs, il est très sensible aux ascenseurs, par exemple. Ça, j'ai appris quelque chose. Ils aiment souvent des choses qui bougent. C'est pas spécifique aux autistes, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal d'enfants qui étaient attirés par ce genre de choses. Ou les ventilateurs. Moi, les roues qui tournent. Moi, c'est il y a l'ascenseur, il y a la poubelle, il y a les chiens. Oui. C'est, comme vous dites, des centres d'intérêt limités. Je ne sais pas si vous avez le même ressenti, mais nous, on a... C'est les mots, en fait. C'est assez étonnant, mais elle aime beaucoup les sonorités, les mots, donc elle est capable de... Vous lui donnez le prénom Anaïs, elle va vous dire Maïs. Elle est très sensible aux sonorités récurrentes, donc au point, c'est ce que vous disiez, que ça peut entraver un peu la communication, parce que finalement, la fascination pour la sonorité prend le pas sur le sens, quoi. Et avec les copains à l'école aussi, des centres d'intérêt limités, comme vous avez dit. Au début, en fait, c'est ça. En fait, mon fils James, il arrive à communiquer avec ses pairs, mais en fait, son centre d'intérêt, il est limité comparé à un autre qui parle de, je sais pas moi, la patte patrouille. Je donne un exemple. Moi, je suis malheureusement confronté à la patte patrouille régulièrement à la maison. Comme beaucoup de parents. Comme beaucoup de parents. Mais eux, ils sont plus intéressés forcément par la patte patrouille, mais par autre chose. Mais tu vois, parce qu'il y a aussi un décalage dans l'âge aussi. Je reconnais plein de choses que vous dites. Oui, vous avez fait maintenant, il y a ce qui revient souvent, c'est des enfants qui sont très intéressés par les chiffres et les lettres, souvent très en avance de l'âge pour apprendre à lire ou à compter. Et il y a aussi des enfants qui ont un intérêt spécifique pour quelque chose. Par exemple, j'avais un adolescent qui connaissait toutes les stations du métro par cœur, toutes les possibilités d'aller à un endroit à un autre. Donc, il y a aussi des personnes
personnes comme ça qui s'intéressent à quelque chose comme ça et ont une capacité de... C'est des Asperger, ça? Oui, oui. C'est Asperger, ouais. Oui, ou qui se souviennent de toutes les dates de naissance. On parle encore d'autistes Asperger. On n'utilise plus tellement ce terme parce que maintenant on met tous les différents types de haut niveau, dans le même spectre avec 3 degrés de sévérité. D'accord. Okay. Alexandre, pour votre fils de James, vous avez su tout de suite qu'il y avait un problème et comment vous avez envisagé là aussi sa scolarité? Ben, déjà, c'est pas moi, c'est ma femme qui a découvert assez tôt, en fait, qu'il y avait quelque chose qui clochait. On a de la chance parce que, en fait, on a un premier, alors on avait une référence, tu vois. Et on voyait qu'il y avait un décalage assez important sur plein de choses. Alors, je pense que de mettre dans le carnet de santé les décalages par rapport à la moyenne, je pense que ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne idée. Parce que les médecins ont été pas super. On a changé de pédiatre après, mais voilà, le pédiatre n'a rien vu. En fait, c'est ma femme qui l'a découvert et en fait, ensuite on a découvert une association qui s'appelle Sur les bancs de l'école, qui, moi, je suis administrateur de cet asso maintenant, mais qui a pris James en charge et qui, malheureusement, pourrait en prendre beaucoup plus d'enfants autistes, mais ils aident les enfants, en fait, à aller de on va dire, du démarrage de leur scolarité jusqu'à la fin. Ils vont même... On a même un truc à 2 stages. On a la maison de TED qui permet aux enfants, en fait, d'intégrer un endroit spécifique pour faire beaucoup de séances de réadaptation. Ce que nous, on fait. Là, James va à l'école? Il va à l'école et il est suivi dans cet asso, en fait, James, il travaille énormément. James, il va à l'école normale avec une auxiliaire de vie scolaire qui est formée par cette association, alors qui est privée. Donc, nous, on embauche aussi, qu'on paye en complément, qui est formée par l'asso. Ensuite, James a 6 séances de thérapie par semaine, à l'asso et dans une autre asso. Alors, James, il a, on va dire, une structure hybride où on va à l'école normale avec un AESH, mais on fait beaucoup de choses pour, en fait, qu'ils maintiennent le niveau à l'asso. Alors, James, il doit travailler 60 heures par semaine, facile. Oui, James, il travaille beaucoup. Il fait quoi dans cette association? Déjà, on est, comme vous, assez chanceux déjà d'être accompagné par une structure. Alors, James, il fait 2 séances d'orthophonie par semaine avec un orthophoniste, en fait, qui est formé, par exemple, avec certaines méthodologies. On a la rémédiation cognitive 1 fois par semaine. C'est-à-dire? C'est apprendre à apprendre. En fait, on apprend aux enfants. James, malheureusement, c'est pas un haut performant. James, il a une déficience intellectuelle. Alors, en fait, on renforce certaines choses. Et après, on a de la psychomotricité. Parce qu'en fait, les enfants, ils ont de la hypersensibilité, comme vous avez dit, mais aussi des problèmes. Moi, James, il a des problèmes de motricité fine. Et, par exemple, pour écrire, c'est compliqué pour lui. Alors, en fait, on renforce tout ça en parallèle de l'école. Alors, on va dire, James, on est vraiment sur, on va dire, on a de la chance, un peu comme vous. On a beaucoup galéré pour l'avoir, mais on l'a eu. Alors, je pense que nous, on n'est pas forcément des bons exemples de parents. Oui, je pense que c'est très important de le dire, en fait. Oui, mais c'est bien parce que vous donnez aussi des solutions et de voir aussi que ça a changé aussi, qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'associations qui se sont structurées. Ça a beaucoup changé au niveau privé. Oui, et parce qu'on a les moyens. Et on a les moyens. Ma femme et moi, on travaille tous les deux comme des chiens. On gagne bien nos vies. Et on fait beaucoup de sacrifices. Non, on sort ça vous coûte combien, en fait, moi, ça me coûte 2 000 € tous les mois de ma poche pour payer ces parties de ces séances. Une partie, c'est couvert par la Sécu. Moi, je paye 2 000 €. Femme et moi, on paye 2 000 € tous les mois pour déjà pour payer pour une AESH privée. Pour les séances, certaines ne sont pas couvertes par l'assurance maladie. Et en plus, il y a une nounou qui doit quand même l'amener à des rendez-vous. Alors nous, et en plus, on a pris une nounou, on va dire, plutôt très haut de gamme. Merci, Soda, si tu nous écoutes, qui est super, qu'on paye un peu plus cher que les autres. Alors, en tout, c'est un billet de 2 000 qu'on lâche. Et personne, nous, on a de la chance, on a des bons jobs avec ma femme. C'est 2 000 € tous les mois. Toi, c'est pareil, et vous, vous payez combien, l'association? Nous, c'est pareil. Enfin, c'est le même chiffre. C'est exactement les mêmes contraintes, en fait. C'est-à-dire que soit on décide d'arrêter de travailler parce que, en fait, les enfants autistes, ils sont très rarement scolarisés à plein temps. Et donc, il faut bien gérer, effectivement, les intervalles, les rendez-vous. Donc, soit il y a un des parents, souvent la mère, qui arrête de travailler. Soit, effectivement, on choisit de continuer à travailler
Et moi, je pense que quand on peut le faire, c'est très important aussi pour l'équilibre psychique, parce que ça veut dire qu'il y a aussi un espace où il y a quelque chose d'autre qui existe. Et je pense que quand on est parent d'enfants autistes, c'est très important. Mais ça veut dire qu'il faut être capable de financer effectivement la nounou. Effectivement, on a des AESH qui sont formés, donc qui permettent de créer un cadre qui est idéal, mais tout le monde n'a pas ça. Enfin, je pense qu'il faut vraiment le dire. Ce qu'on a, c'est le luxe. Il faut dire ce qu'on a. Et il y a beaucoup de parents qui, du coup, préfèrent s'arrêter de travailler parce qu'ils se disent sinon c'est pas rentable. Mais c'est même pas qu'ils préfèrent. Parfois, ils n'ont pas le choix. On va parler d'autre chose, d'un phénomène qui attire beaucoup de parents dont les enfants sont autistes, c'est le régime alimentaire, avec, sans gluten, sans lait, sans sucre. Alors, est-ce que ça a une influence sur le comportement des enfants autistes, Paul-Henri ? Eh bien, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que de nombreux enfants autistes souffrent de troubles alimentaires. Leurs troubles sensoriels, en fait, affectent leur goût et entraînent ce qu'on appelle une hypersélectivité alimentaire. Concrètement, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est des jeunes qui vont refuser de manger un certain nombre de denrées parce qu'ils se trouvent rebutés par leur couleur, par leur goût, par la texture de ces aliments. Et parfois, ils refusent tout simplement de manger avec tel ou tel couvert, ou ils acceptent de manger que dans une seule et même assiette, et systématiquement la même. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de jeunes autistes qui ont des problèmes de digestion, parce que leur corps, effectivement, ne supporte pas le gluten ou le lait. Ce sont des enfants qui aussi souffrent de diarrhée chronique ou de brûlure d'estomac. Et alors, en cas d'intolérance, les médecins, forcément, leur prescrivent des régimes alimentaires adaptés. Pour autant, à ce jour, il n'y a aucune étude qui a permis de faire le lien entre l'apparition de troubles autistiques et le régime alimentaire que pouvait avoir auparavant un jeune. Et de même, les scientifiques n'ont pas non plus réussi à prouver que le fait de changer le régime alimentaire d'un jeune allait pouvoir réduire la sévérité des troubles qu'il subissait par ailleurs. En réalité, elle supprime surtout les difficultés liées à l'intolérance alimentaire qu'avait ce jeune. Et est-ce que des compléments alimentaires peuvent changer le comportement de l'enfant ? Eh bien, là aussi, on lit parfois que les troubles du spectre de l'autisme peuvent être calmés par l'emploi de compléments alimentaires. Pourtant, là non plus, rien n'a été prouvé. En 2020, il y a une étude qui a été faite avec 27 essais cliniques sur des changements de régime pour des enfants autistes. Et pour une minorité de compléments, comme les acides gras oméga 3 et le folate, il y a eu des effets légèrement meilleurs que le placebo qui ont été observés. Ils permettaient notamment d'atténuer des actions répétitives, de l'anxiété ou de l'impulsivité chez certains enfants. Mais pour autant, l'écart était quand même assez peu significatif et les chercheurs n'ont pas pu conclure au fait que l'adoption d'un nouveau régime alimentaire ou le fait de manger des compléments alimentaires pouvait constituer un quelconque traitement. Alexandre, est-ce que vous avez vu un effet d'alimentation sur votre enfant ? Pas vraiment. J'ai pas vu de grosses différences. En fait, c'est assez sélectif ce qu'il mange à la maison, mais à l'école, il peut manger n'importe quoi. C'est vraiment super étrange. À la maison, c'est très restreint, mais à l'école, il peut manger les tripes à la mode de camp, il peut manger remoulade, tous les trucs vraiment bien dégoûtants qu'on n'aime pas. Il les mange à la crèche, à l'école, mais à la maison, c'est pâtes, quelques légumes, peut-être des fruits, c'est tout. Alors, c'est vraiment étrange, mais au niveau... Le sucre, il ne faut surtout pas leur donner du sucre. Tous les enfants, mais je pense que le mien, mon petit autiste, je lui donne du sucre. Il a beaucoup de difficulté à redescendre, en fait, de ses émotions. Alors, moi, je dirais, il y a certaines... Mais tout ce qui est folate, gluten, lactose... Déjà, il est accro aux pâtes et accro aux gâteaux. Alors, si j'enlève le gluten, c'est cuit. Alors, pour moi, je dirais, il y a certaines choses qui marchent chez moi, mais moi, chez les... Julie, chez les autres. Oui. Je pense que l'important, c'est aujourd'hui, il y a des prises de sang qui existent où on peut voir à quoi l'enfant est intolérant. Parce qu'au début, quand j'ai commencé il y a 25 ans de travailler avec les personnes autistes, on parlait beaucoup de gluten, régime sans gluten, régime sans lactose. Et aujourd'hui, on se dit, mais comment on sait qu'ils sont intolérants au gluten ou intolérants au lactose? Peut-être il y a d'autres choses. Mais encore une fois, j'ose pas trop parler de ça
ça parce que c'est pas du tout validé par la science. Oui. Par la science. Vous avez une méthode qui s'appelle la méthode ABBA. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà. Alors la méthode ABBA, c'est pourquoi ça s'appelle ABBA? Parce que c'est Applied Behavior Analysis en anglais, donc en français, analyse appliquée du comportement. Et c'est une approche qui a été développée dans les États-Unis vers les années 60 et pratiquée depuis très longtemps. Moi, j'ai commencé à le pratiquer en France il y a 25 ans, au début de mon aventure avec les enfants autistes. Et maintenant, c'est beaucoup pratiqué en France. C'est une approche comportementale. Donc, on travaille, c'est-à-dire l'idée de l'ABA, c'est de développer les habiletés fonctionnelles, comme la communication, comme d'autres choses chez l'enfant, et de réduire les troubles du comportement. Donc, on utilise des outils et des stratégies d'enseignement spécifiques pour encourager les enfants à apprendre et pour surtout les faire comprendre leur environnement. On utilise par exemple la structuration des endroits dans la pièce à l'école, à la maison, les emplois du temps visuels avec les images pour leur faire comprendre la routine. Surtout, on met en place pour ceux qui ne parlent pas des systèmes de communication. Et aussi, on enseigne beaucoup d'autres habiletés fonctionnelles dans tous les domaines, comme le jeu, le loisir, le social, le scolaire, l'autonomie personnelle, comme s'habiller, se déshabiller, apprendre la propriété, se brosser les dents, des choses comme ça. Et l'autonomie domestique, comme mettre la table, vider le lave-vaisselle, ranger les affaires dans le tiroir. Donc, si vous voulez, l'ABA, c'est une approche que j'avais appris en anglais la phrase qu'on m'avait dit au début de mon coaching en ABA. C'est « If the child doesn't learn the way we teach the way he learns ». Merci. Ça veut dire, je vais juste vite traduire, si l'enfant n'apprend pas comme nous enseignons d'une manière dont lui, il apprend. Et l'ABA, c'est comment nous enseignons aux enfants. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous. Merci et je vous dis à très très bientôt sur Paris d'École. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.